Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ce soir, nous poursuivons le roman autobiographique de l'illustre séducteur et aventurier Casanova. Ce n'est pas seulement aux yeux d'un amant qu'une belle femme est 100 fois plus attrayante. Lorsque le sommeil la quitte, qu'après une toilette, mais à ceux de tout le monde qui peut la voir dans ce moment-là. Madame F, me disant de m'en aller, inonda mon âme des rayons qui sortaient de sa divine figure avec la même rapidité que ceux du soleil répandant la lumière dans l'univers. Malgré cela, plus une femme est belle, plus elle est attachée à sa toilette. On veut toujours avoir davantage de ce qu'on a. Dans l'ordre que Madame F m'a donné de la laisser, j'ai trouvé la certitude de mon bonheur imminent. Elle m'a renvoyée, me suis-je dit, parce qu'elle a prévu que restant seule avec elle, j'aurais sollicité un salaire ou pour le moins des arts qu'elle n'aurait pas su me refuser. Riche de ses cheveux, j'ai consulté l'esprit de mon amour pour savoir ce que j'en ferais. Pour réparer la faute qu'elle avait faite de me priver des petites coupures que j'avais ramassées, elle m'en a donné une assez grande quantité pour en faire une tresse. Ils avaient une aune et demie de longueur. Après avoir enfanté mon projet, je suis allée chez un confiturier juif dont la fille brodait. Je l'ai instruite à broder en cheveux les 4 lettres initiales de nos noms sur un bracelet de satin vert, et j'ai employé tout le reste à faire une longue tresse qui figurait un cordon très mince. À un des bouts, il y avait un ruban noir, et à l'autre, le ruban était cousu, plié en deux. Il formait un lacet qui était un vrai nœud coulant, excellent pour m'étrangler si l'amour m'eût réduit au désespoir. J'ai mis ce cordon à mon cou sur la peau, faisant 4 fois le tour. D'une petite partie de ses cheveux, de ces mêmes cheveux, j'ai fait une espèce de poudre les coupant avec des fins ciseaux, en morceaux très menus. J'ai fait que le juif les empâte en ma présence dans du sucre avec des essences d'ambre, d'angélique, de vanille, d'alkerme et de styrax. Je ne suis partie que lorsqu'il fut en état de me livrer mes dragées composées de ces ingrédients. J'en ai fait faire aussi d'égales en forme et en substance excepté qu'il n'y avait pas de cheveux. J'ai mis celle qui avait des cheveux dans une belle boîte de cristal de roche et les autres dans une d'écaille blonde. Après le don qu'elle m'avait fait de ses cheveux, je ne passais plus le temps chez elle lui faisant des contes. Je ne lui parlais plus de ma mission, de ma passion et de mes désirs. Je lui représentais qu'elle devait me bannir de sa présence ou me rendre heureux, mais elle n'en convenait pas. Elle me disait que nous ne pouvions nous rendre heureux qu'en nous abstenant de violer nos devoirs. Quand je me jetais à ses pieds pour obtenir d'avance un plein pardon à la violence que j'allais lui faire, elle me tenait en frein par une force bien supérieure à celle que la plus vigoureuse de toutes les femmes aurait pu employer pour repousser les attaques de l'amant le plus entreprenant. Elle me disait sans colère et sans ton d'empire avec une douceur divine, et des yeux remplis d'amour sans presque se défendre. « Non, mon cher ami, modérez-vous, n'abusez pas de ma tendresse. Je ne vous demande pas de me respecter, mais de m'épargner puisque je vous aime. Vous m'aimez et vous ne vous déterminerez jamais à vous rendre heureux? Ce n'est ni croyable ni naturel. Vous m'obligez à croire que vous ne m'aimez pas. Laissez que je colle pour un seul instant mes lèvres sur les vôtres et je vous promets de ne pas exiger davantage. Non, car nos désirs deviendraient majeurs et nous nous trouverions encore plus malheureux. Elle me mettait ainsi au désespoir et elle se lamentait après qu'en compagnie, on ne me trouvait plus ni le même esprit ni la même gaieté par laquelle je lui avais tant plu à mon retour de Constantinople. Monsieur DR, qui souvent, par esprit de gentillesse, me faisait la guerre, me disait que je maigrissais à vue d'œil. Elle me dit un jour que cela lui déplaisait, car les méchants, observant la chose, pourraient juger qu'elle me traitait mal.
singulière pensée qui semble hors de nature et qui cependant était d'une femme amoureuse, j'en ai fait une idylle en églogue qui me fait pleurer aujourd'hui encore toutes les fois que je la lis. « Comment, lui dis-je, vous reconnaissez donc l'injustice de votre procédé puisque vous craignez que le monde la devine ? Singulière crainte d'un esprit divin qui ne peut pas se mettre d'accord avec son propre cœur amoureux. Vous seriez donc enchanté de me voir gras et rubicond. Quand même, on jugerait que cela vint de la céleste nourriture que vous donneriez à ma tendresse. Qu'on le juge, pourvu que ce ne soit pas vrai. Quel contraste! Serait-il possible que je ne vous aimasse pas, ces contradictions me semblant hors de nature ? Mais vous maigrissez aussi, et je dois vous dire que ce qui m'arrivera en conséquence de vos sophismes. Nous mourrons un peu de temps tous les deux, vous d'une consomption, moi d'inanition, car je suis réduit à jouir de votre fantôme jour et nuit, toujours partout, excepté en votre présence. » À cette annonce, la voyant stupéfaite et attendrie, j'ai cru que le moment du bonheur était arrivé, et je la serrais déjà de mon bras droit à la ceinture, et ma gauche allait s'emparer, lorsque la sentinelle frappa 2 coups. Je me rajuste, je me lève, je suis debout devant elle, Monsieur DR entre. Pour cette fois, il me trouva si gai qu'il resta avec nous jusqu'à 1h après minuit. Mes dragées commençaient à faire du bruit. Madame, Monsieur DR et moi étions les seuls qui en avaient la bonbonnière pleine. J'en étais avare et personne n'osait m'en demander parce que j'avais dit qu'elle coûtait cher et qu'il n'y avait pas à Corfou un physicien capable d'en faire l'analyse. Mais de ma boîte de cristal, je n'en donnais à personne et Madame F l'avait remarqué. Je ne les croyais certainement pas un philtre amoureux, ni ne croyais que des cheveux puissent les rendre plus exquises, mais l'amour me les faisait chérir. Je jouissais pensant que je mangeais quelque chose qui était elle. Madame F en était folle. Elle disait que c'était un remède universel et sachant d'être maîtresse de l'auteur, elle ne se souciait pas de savoir de quoi elles étaient composées, mais ayant plusieurs fois observé que je n'en donnais que de la boîte d'écaille et que je ne mangeais que de celle de la boîte de cristal, elle m'en demanda la raison. Je lui ai répondu, sans y penser, que dans celle que je mangeais, il y avait quelque chose qui forçait à l'aimer. Je n'en crois rien, mais elles sont donc différentes de celles que je mange moi-même. Elles sont égales, à cela près que l'ingrédient qui force à vous aimer n'est que dans les miennes. Faites-moi le plaisir de me dire ce que c'est que cet ingrédient. C'est un secret que je ne peux pas vous révéler. Et moi, je ne mangerai pas plus vos dragées. En disant cela, elle se lève, elle va vider sa bonbonnière et elle la remplit de diablotin. Puis elle boude, et elle en fait de même les jours suivants, m'escamotant l'occasion de me trouver seule avec elle. Cela me chagrine, je deviens triste, mais je ne peux pas me résoudre à lui dire que je mange avec plaisir ses cheveux. 4 ou 5 jours après, elle me demande pourquoi j'étais triste. « Parce que vous ne mangez plus de mes dragées. Vous êtes le maître de votre secret, et moi de manger ce que je veux. Voilà ce que j'ai gagné à vous faire une confidence. » En disant cela, j'ouvre ma boîte de cristal et je la vide tout entière dans ma bouche, puis je dis « Encore 2 fois et je mourrai fou d'amour pour vous. C'est ainsi que vous vous trouverez vengé de ma réserve. Adieu, madame. » Elle me rappelle, elle me fait asseoir et elle me dit de ne pas faire des folies qui la chagrineraient, car je savais qu'elle m'aimait et qu'elle était sûre que ce n'était pas en force de ses drogues. Et pour vous rendre certain, me dit-elle, que vous n'en avez pas besoin pour que je vous aime, voici un gage de ma tendresse. Après ces paroles, elle me présente sa bouche et elle l'abandonne à la mienne jusqu'à ce que j'ai dû m'en détacher pour respirer. Revenue de mon extase, je me mets à ses pieds et avec mes joues inondées de larmes de reconnaissance, je lui dis que si elle me promettait de me pardonner, j'allais lui confesser mon crime. « Crime ? Vous m'effrayez. Je vous pardonne. Dites-moi tout, vite. » « Tout.
Mes draguets sont empâtés avec vos cheveux réduits en poudre. Voici à mon bras ce bracelet où vos cheveux écrivent nos noms. Et voici à mon cou ce cordon avec lequel je m'étranglerai quand vous ne m'aimerez plus. Voilà tous mes crimes. Je n'en aurais pas commis un seul si je ne vous adorais. » Elle rit, elle me relève, elle me dit qu'effectivement j'étais le plus criminel de tous les hommes. Elle essuie mes larmes et elle m'assure que je ne m'étranglerai jamais. Après cette conversation dans laquelle l'amour m'a fait goûter pour la première fois le nectar d'un baiser de ma divinité, j'ai eu la force de me régler vis-à-vis d'elle d'une façon toute différente. Elle me voyait ardent et était peut-être brûlante. Elle admirait la force que j'avais de m'abstenir de l'attaque. « D'où vient, me dit-elle un jour, que vous êtes parvenu à dominer ?» À vous dominer. Après la douceur du baiser que vous m'avez accordé de plein gré, j'ai vu que je ne dois aspirer à rien qu'à ce qui peut venir de votre parfait consentement. Vous ne sauriez vous figurer quelle fut la douceur de ce baiser. Comment pourrais-je en ignorer la douceur? Homme ingrat, quel est celui de nous deux qui a fait ce baiser? Vous avez raison, mon ange, ni l'un ni l'autre, c'est l'amour. Oui, mon cher ami, l'amour, dont les trésors sont inépuisables. Sans plus parler alors, nous nous en donnâmes à foison. Elle me tenant serrée contre son sein, d'une façon que n'étant pas le maître de mes bras, je l'étais encore moins de mes mains. Malgré cette détresse, je me sentais heureux. À la fin, cette charmante lutte, je lui ai demandé si elle croyait que nous en resterions toujours là. Toujours là, mon cher ami, jamais davantage. L'amour est un enfant qu'on doit apaiser par des badinages. Une grande nourriture ne peut que le faire mourir. Je le connais mieux que vous. Il veut du solide, et si on s'obstine à le lui refuser, il sèche. Laissez que j'espère. Espérez, si vous y trouvez votre compte. Que ferais-je sans cela? Je n'espérais pas si je ne savais que vous avez un cœur. À propos, vous souvenez-vous du jour dans lequel, étant en colère, vous m'avez dit que je n'avais que de l'esprit, croyant de me dire une grande injure? Ah, que j'ai ri après en y pensant. Oui, mon cher, j'ai un cœur, et sans ce cœur, je ne me trouverais pas maintenant heureuse. Conservons-nous donc dans le bonheur dont nous jouissons à présent, et soyons-en contents sans vouloir davantage. Me soumettant à ces lois, et devenant toujours plus amoureux, j'espérais dans la nature, toujours à la longue plus puissante que les préjugés. Mais outre la nature, la fortune aussi m'aida à parvenir. J'en ai eu l'obligation à un malheur. En voici l'histoire. Madame F, Monsieur DR, lui donnant le bras, se promenant dans un jardin, heurta si fort de la jambe contre le tronc d'un rosier qu'elle se fit une écorchure à la cheville de 2 pouces de longueur. Monsieur DR lui serra d'abord la blessure qui saignait avec un mouchoir, et je l'ai vu de ma fenêtre arriver à la maison dans une espèce de palanquin porté par 2 domestiques. Les blessures aux jambes sont très dangereuses à Corfou. Si on n'en a pas grand soin, on n'en guérit pas. On est souvent obligé d'aller ailleurs pour parvenir à les cicatriser. Le chirurgien la condamna d'abord au lit et mon heureux emploi me condamna à être toujours par office à ses ordres. Je le voyais à tout moment, mais les fréquentes visites dans les 3 premiers jours ne me laissèrent jamais seule avec elle. Le soir, après que tout le monde était parti, nous soupions, son mari se retirait, Monsieur DR 1 heure après, et la décence voulait que je me retirasse aussi. Je me trouvais mieux avant la blessure, je lui ai dit d'un ton gai, mais le lendemain, elle me procura un agrément. Un vieux chirurgien venait tous les jours à 5 heures du matin pour soigner sa plaie, la seule femme de chambre étant présente. Quand le chirurgien venait, j'allais d'abord en bonnet de nuit chez la même femme de chambre pour être le premier à savoir comment ma divinité se portait. Le lendemain de ma courte remontrance, la femme de chambre vint me dire d'entrer dans le moment que le chirurgien le pensait. Je vous prie de voir s'il est vrai que ma jambe est moins rouge. Pour le savoir, madame, il faudrait que je l'eusse vue hier. C'est vrai, j'ai des douleurs et je crains la résipelle.
Ne craignez rien, madame, dit le vieux Macaon. Gardez le lit, et je suis sûre de vous guérir. Étant alors allée à la table près de la fenêtre pour préparer un cataplasme, et la femme de chambre étant allée chercher du linge, je lui ai demandé si dans le gras de la jambe il y avait des duretés, et si la rougeur montait en sillonnant jusqu'à la cuisse. Faisant ces questions, il était naturel que je les accompagnasse avec mes mains et avec mes yeux. Je n'ai ni touché des duretés ni vu des rougeurs, mais la tendre malade d'un air riant baissa vite la toile, me laissant cependant cueillir sur ses lèvres un baiser dont, depuis 4 jours de diète, j'avais besoin de me rappeler la douceur. Après ce baiser, j'ai lambi sa blessure, croyant fermement que ma langue la lui embaumerait, mais la femme de chambre de retour m'obligea à suspendre ce doux remède que mon amour médecin me faisait croire dans ce moment-là infaillible. Étant restée seule avec elle enflammée de désir, je l'ai conjurée de faire au moins le bonheur de mes yeux. Je ne peux pas vous cacher le plaisir que mon âme a ressenti à la vue de votre belle jambe et d'un tiers de votre cuisse, mais mon ange, je me sens humiliée lorsque je trouve que mon plaisir a dépendu d'un vol. Il se peut que tu te trompes. Le surlendemain, après le départ du chirurgien, elle me pria d'arranger son chevet et ses coussins, et se fatiguant elle-même pour me faciliter l'ouvrage, elle prit sa couverture pour la retirer en haut. Ayant alors ma tête inclinée derrière la sienne, j'ai vu 2 colonnes d'ivoire qui formaient les côtés d'une pyramide, entre lesquelles je ne me serais cru heureux de pouvoir pousser dans ce moment-là mon dernier soupir. Une toile jalouse dérobait à mes yeux avides le sommet. C'était à cet angle heureux que tous mes désirs se concentraient. Ce qui satisfaisait ma joie passagère était que l'idole ne me trouvait pas trop long dans l'ouvrage d'arranger ses coussins. Après avoir fini, je me suis jetée sur un fauteuil, absorbée dans le recueillement. Je contemplais cet objet divin qui, sans nul art, ne me procurerait jamais un plaisir, qui dans le même temps ne m'en promit un autre plus grand. « À quoi pensez-vous » me dit-elle. « Au grand bonheur dont j'ai joui. » « Vous êtes un cruel homme. » « Non, je ne suis pas cruelle, car m'aimant, vous ne devez pas rougir d'être avec moi, indulgente. Soyez aussi que pour vous aimer parfaitement, je dois croire que ce n'est pas par surprise que j'ai vu ces beautés charmantes, car si je le croyais, je devrais penser qu'un vil, un lâche, un indigne pourrait avoir eu par hasard le même bonheur dont j'ai joui. Laissez que je vous sois reconnaissant de m'avoir appris ce matin combien peut me rendre heureux un seul de mes sens. Pouvez-vous être fâché contre mes yeux? Oui. Arrachez-les. Dans le jour suivant, après le départ du chirurgien, elle envoya sa femme de chambre faire des emplettes. « Ah, me dit-elle, elle oublia de me passer une chemise. Hélas, permettez que je la double. » Volontiers, mais songe qu'il n'est permis d'être de la partie qu'à tes seuls yeux. J'y consens. Elle délace alors son corset, elle l'ôte, puis elle jette bas sa chemise et elle me dit de lui passer la blanche. J'étais comme en extase admirant ce beau tiers de sa personne. « Passe-moi donc ta chemise, ma chemise. Elle est sur la petite table. »« Où ? » ?»« Là, au pied du lit. Je la prendrai moi-même. » Elle se courbe alors, et s'allongeant vers la petite table, elle me laisse voir la meilleure partie de tout ce que je désirais posséder. Et elle ne se hâte pas. Je me sentais mourir. Je prends de ses mains sa chemise, et elle voit mes mains tremblantes précisément comme celles d'un paralytique. Je lui fais pitié, mais elle n'en a que de mes yeux. Elle leur abandonne tous ses charmes, et elle m'enivre par un nouveau prestige. Je la vois attentive à se regarder, ravie d'elle-même, et d'une façon à me convaincre qu'elle se complaisait de sa propre beauté. Elle incline à la fin sa tête, et je lui passe sa chemise. Mais tombant sur elle, je la serre entre mes bras, et elle me rend à la vie se laissant dévorer de baisers, et n'empêchant pas mes mains de toucher tout ce dont mes yeux n'avaient vu que la superficie. Nos bouches se collent et nous restons là immobiles,
et sans respirer jusqu'à quelques moments après notre défaillance amoureuse, insuffisante à nos désirs, mais assez douce pour leur procurer une issue. Elle se tint de façon qu'il me fut impossible de pénétrer dans le sanctuaire, et elle eut toujours soin de défendre, à mes mains tout mouvement, qui aurait pu mettre devant ses yeux ce qui l'aurait mis hors d'état de défense. Sa plaie se cicatrisait, et le temps approchait que, sortant de son lit, elle devait retourner à ses anciennes habitudes. Monsieur Renier, commandant général des galères, avait ordonné une revue à Gouin, Monsieur F. y était allé la veille et m'avait ordonné de partir de bonne heure dans la felouque. Soupant seule avec madame, je me plaignais de ce que je ne la verrais pas le lendemain. « Vengeons-nous, me dit-elle, et passons la nuit à causer. Allez dans votre chambre et revenez ici par la chambre de mon mari, dont voici les clés. Venez-y d'abord que vous verrez de vos fenêtres que ma femme de chambre m'a laissée. J'exécute son ordre à la lettre, et nous voilà l'un vis-à-vis de l'autre, avec 5 heures devant nous. Nous étions dans le mois de juin, la chaleur était brûlante, elle était couchée, je vais la serrer entre mes bras, elle me serre entre les siens, mais exerçant sur elle-même la plus cruelle de toutes les tyrannies, elle croit que je ne peux pas me plaindre si je me trouve à sa même condition. Mes remontrances, mes prières, toutes les paroles que j'emploie sont vaines, l'amour doit souffrir que nous le tenions en bride, et rire qu'en dépit de la dure loi que nous lui imposions, nous ne parvenions pas moins à la douce crise qui le calme. Après le ravissement, nos yeux, nos bouches s'ouvrent dans le même instant et nos têtes s'éloignent l'une de l'autre pour jouir du caractère de la satisfaction qui devait briller sur nos physionomies. Nos désirs allaient renaître et nous nous disposions à leur faire raison lorsque je la vois jeter un coup d'œil sur mon état d'innocence entièrement exposé à sa vue. Elle semble se fâcher, et après avoir jeté loin d'elle tout ce qui ne pouvait que rendre plus incommode la chaleur et diminuer mon plaisir, elle s'élance contre moi. J'ai cru de voir quelque chose de plus qu'une fureur. J'ai vu un acharnement. Je crois que c'est le moment, je partage sa fureur. Il n'est pas possible que force humaine puisse la serrer davantage. Mais dans le moment décisif, elle escrime, elle m'esquive, et douce et riante, elle accourt avec une main qui me semble de glace assouvrir mon feu, qui, entravé dans l'explosion, pouvait faire craindre des ravages. Ma chère amie, tu es tout en nage. Essuie-moi. Dieu, que de charme! Le plaisir suprême m'a causé une mort subite dont tu n'as pas partagé les délices. Laisse donc, glorieux objet de mes vœux, que je te rende entièrement heureuse. L'amour ne me conserve en vie que pour me rendre maître de mourir encore, mais pas ailleurs que dans ce paradis où tu me défends toujours l'entrée. Ah, mon cher ami, il y a là une fournaise. Comment peut ton doigt y tenir sans qu'un feu qui me dévore ne le brûle? Ah, mon ami, cesse, serre-moi de toute ta force, mets-toi près du tombeau, mais n'aie garde de t'y enterrer. Tu es le maître d'y substituer tout ce que j'ai, mon cœur, mon âme. Dieu, elle part. Prends-la dans tes lèvres et donne-moi la tienne. Le temps du silence fut un peu plus long, mais l'imperfection de cette jouissance me désolait. Comment peux-tu t'en plaindre, me disait-elle, tandis que cette abstinence rend notre amour immortel? Je t'aimais il y a un quart d'heure, et dans ce moment je t'aime encore davantage. Je t'aimerais moins si tu avais épuisé toute ma joie, mettant le comble à tous mes désirs. Tu t'abuses, ma chère amie. Les désirs ne sont que des véritables peines, peines qui nous tueraient, si l'espérance ne mitigeait leur force meurtrière. Les peines de l'enfer, crois-moi, ne peuvent consister qu'en vains désirs. Mais les désirs vont toujours avec l'espérance. Non, à l'enfer il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas donc des désirs, car il est impossible, quand on n'est pas fou, de désirer sans espérer. Réponds-moi donc, si tu désires d'être tout à moi, et si tu l'espères, comment peux-tu mettre un obstacle à ton propre avenir?
à ton propre espoir. Tu dois finir, ma chère amie, de t'aveugler avec des sophismes. Rendons-nous entièrement heureux et soyons sûrs qu'autant de fois nous comblerons nos désirs par la jouissance, autant de fois ils renaîtront. Ce que je vois me rend convaincu du contraire. Te voilà vivant. T'étant enterré dans le fatal tombeau, je sais par expérience que tu n'aurais pas l'apparence de vie ou que tu ne l'aurais qu'après de longs intervalles. Ah, ma chère amie, cesse, je te prie, de croire à ton expérience. Tu n'as jamais connu l'amour. Ceci, que tu appelles son tombeau, est sa maison de délices, la seule dont le séjour peut le rendre immortel. C'est enfin son vrai paradis. Laisse que j'y entre, mon ange, et je te promets d'y mourir. Mais tu apprendras alors qu'il y a une grande différence de la mort, de l'amour à celle de l'hymen. Celui-ci meurt pour se débarrasser de la vie, tandis que l'amour ne se plaît à expirer que pour en jouir. Sors de l'abus, ma charmante amie, et sois certaine qu'après que nous aurons entièrement joui de nous-mêmes, nous nous aimerons encore davantage. Fort bien, je veux bien croire ce que tu dis, mais différons. Livrons-nous en attendant à tous les badinages qui peuvent flatter nos sens, lâchons la bride à toutes nos facultés, dévore-moi, mais laisse aussi que je fasse de toi tout ce que je veux, et si cette nuit nous paraîtra trop courte, nous le souffrirons en paix demain dans la certitude que notre amour saura nous en procurer une nouvelle. Et si notre mutuelle tendresse vint à se découvrir? Est-ce que nous en faisons un mystère? Tout le monde voit que nous nous aimons. Et ceux qui pensent que nous ne nous rendons pas heureux sont précisément ceux que nous devrions craindre s'ils pensaient le contraire. Tâchons seulement qu'ils ne parviennent jamais à nous surprendre dans l'actualité du crime. Mais dans le ciel et la nature sont en devoir de nous protéger. Quand on aime comme nous aimons, on n'est pas coupable. Depuis que je me connais, je me suis trouvée toujours transportée par la volupté amoureuse. Quand je voyais un homme, j'étais enchantée de voir l'être qui était la moitié de mon espèce, né pour moi étant faite pour lui, me tardant d'y être jointe par le nœud du mariage. Je croyais que ce qu'on appelle amour venait après l'union, et je fus surprise que mon mari, me faisant devenir femme, ne m'ait fait connaître la chose que par une douleur qui ne fut compensée par aucun plaisir. J'ai trouvé que mon imagination au couvent m'était d'une plus grande ressource. Il est arrivé de là que nous ne sommes devenus que bons amis, très froids, couchant rarement ensemble, puisque quand il veut de moi, je suis toujours à ses ordres. Mais comme la pitance n'est pas assaisonnée par l'amour, il la trouve insipide. Aussi ne la demande-t-il que lorsqu'il croit en avoir besoin. D'abord que je me suis aperçue que tu m'aimais, j'en fus bien aise, et je t'ai fourni toutes les occasions de devenir toujours plus amoureux, sûr de mon côté que je ne t'aimerais jamais, mais quand j'ai vu que je m'étais trompée, et que je devenais amoureuse aussi, j'ai commencé à te maltraiter comme pour te punir de m'avoir rendue sensible. Ta patience et ta résistance m'ont étonnée, en même temps que fait reconnaître mon tort, et après le premier baiser, je ne me suis plus trouvée maîtresse de moi-même. Je ne savais pas qu'un baiser pouvait être d'une si grande conséquence. Je fus convaincue que je ne pouvais me faire heureuse, qu'en te rendant heureux. Cela m'a flattée et plu, et j'ai reconnu principalement dans cette nuit que je ne te le suis qu'autant que je vois que tu l'es. C'est ainsi que s'achève cette partie du roman autobiographique de Giacomo Casanova. J'espère que vous avez passé un bon moment. Le livre sera poursuivi par un autre lecteur. À très bientôt sur D8.